Bonsoir à tous. Je suis impressionné, c'est classique, mais surpris parce qu'on m'avait dit qu'il y aurait une trentaine de personnes. Alors, je suis très heureux que vous soyez nombreux à soutenir cette belle initiative et que, en venant, vous témoignez que c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut travailler sur l'altergouvernance, travailler sur des nouveaux modèles et ne pas se contenter de se plaindre des modèles qui existent, travailler sur promouvoir, on a dit tout à l'heure, promouvoir, travailler sur le futur, et qu'en venant, vous encouragiez les chercheurs et les entreprises qui collaborent à nous aider à penser le monde différemment. Alors, je suis très honoré d'avoir été invité à prononcer cette conférence inaugurale que j'ai pensé, je vous en dirai deux mots dans un instant, comme un moment me permettant, je vais vous dire ça de manière très égocentrique, de réfléchir avec vous et de me faire avancer sur mes propres travaux. Je ne suis pas venu faire un show, je ne sais quoi, mais vous présenter un certain nombre de choses, d'hypothèses et recueillir par votre intérêt ou votre désintérêt, par la bronca ou on verra, voilà vos réactions à ce que je vais dire. C'est-à-dire que je suis venu vraiment réfléchir avec vous ce soir sur la question de l'altergouvernance et en posant la question à quoi sert un actionnaire en fait. J'ai dit que la chère gouvernance est un beau projet, altergouvernance est un beau projet. Je suis d'autant plus heureux de venir, je ne peux pas m'empêcher de le dire, qu'elle est initiée par deux de mes anciens doctorants et qu'à la fin de leur présentation de thèse, qui n'est pas si lointaine quand même, je dis toujours à mes doctorants, maintenant c'est vous qui êtes en charge de la suite, quoi. Et je suis très heureux, N années plus tard, de pouvoir ici voir ce que vous faites, qu'effectivement la suite, vous prenez le relais. Et je suis très ému d'être maintenant, moi, en situation d'être celui qui doit plancher. Et je le fais avec joie, mais avec une certaine émotion, parce que je vais vraiment plancher. J'ai préparé une vraie conférence inaugurale dans la tradition universitaire, c'est-à-dire que je vais vous présenter des hypothèses, et je ne sais pas ce que vous allez en penser à la fin. Et ces hypothèses, ce sont des hypothèses de travail. Je suis sur un livre sur ces questions, donc sur de nombreux terrains pour mettre en évidence, pour essayer de tester mes hypothèses. Et je vous considère, pardon de le dire comme ça, ce soir qu'un des terrains. Je vais voir si ça fonctionne. Voilà. Alors je vous demande votre indulgence et votre patience pour comprendre ce que je vais essayer de vous dire le plus clairement possible, malgré l'heure. Pour introduire cette conférence, je vais dire quelque chose qui est dans tous les esprits, mais qui a été dit à plusieurs moments. Nous sommes entrés, non pas dans une crise, dans une dépression profonde, qui va durer des années, qui est une transformation du capitalisme, comme le capitalisme en connaît régulièrement. Bon, ça c'est maintenant assez connu et documenté. Évidemment, lorsqu'il y a crise, quand il y a dépression, crise profonde du système de production, du mode de régulation, il y a par conséquent une crise de la gestion. On se dit les entreprises ne performent pas, donc tout ce qu'on acceptait facilement en termes de management, en termes de représentations, sont remises en cause, et en particulier sont remises en cause assez clairement les représentations et les savoirs et les certitudes en termes de gouvernance. C'est-à-dire ce qu'on doit accepter relativement facilement, avec des crises et des cris concernant les actionnaires, le rôle des marchés financiers, aujourd'hui n'est plus accepté, et n'est plus accepté non pas du grand public, non pas seulement du grand public, ou de journaux dans lesquels j'écris, donc je suis très à l'aise pour en parler, comme alternative économique, mais y compris des entreprises, qui se posent la question du sens d'une entreprise qui est orientée par une main invisible, qui n'a pas l'air d'être aussi efficace qu'on le disait. Alors c'est tout à fait normal que nous nous interrogions sur la question de la gouvernance. Ça a été dit à plusieurs reprises sur les alter-entreprises. Il y a 5 ans, 6 ans, ça pouvait paraître exotique. Aujourd'hui, c'est vraiment au cœur de la question. Je disais de manière amicale à mes amis chercheurs, vous prenez un risque
en lançant cette chaire, parce que l'alter-gouvernance, c'est très exigeant. Vous faites une promesse, hein, de nous apporter des éléments de réflexion, mais c'est un beau risque, c'est bien de le prendre, mais c'est un vrai risque, et en même temps, c'est absolument nécessaire. Voilà. Donc si on est réunis ce soir, c'est pas pour réfléchir de manière, encore une fois, comme dans un café, les caves d'un café, comme les révolutionnaires, les caves embrumées où on réfléchirait sur un autre monde. C'est qu'il y a nécessité aujourd'hui de repenser le capitalisme, et si on ne le repense pas, nous, il se repensera sans nous. Mais il se repensera. Je vous rappelle qu'il y a 264 entreprises font 35% du PIB, à peu près le tiers des emplois, un peu moins du tiers des emplois, 27% des emplois, en direct. Donc si vous tenez compte de l'ensemble des entreprises qui dépendent de ces 264 grandes entreprises, vous avez à peu près la moitié du PIB dépend de 264 centres de décision en France. Il y a 36 000 communes. 264 centres de décision font en gros la moitié de la richesse du pays. Et dans ces 264, il y a à peu près 80 entreprises qui font à elles seules la moitié de la R&D, la moitié de la recherche privée en France. 80. Et qui ont absorbé un peu plus de presque 90% du financement boursier depuis 20 ans. Elles ont pompé le financement, et donc elles ont grossi. Voilà, le capitalisme d'aujourd'hui, c'est ça, c'est une concentration incroyable, inouïe, jamais vue du capital, des moyens de production, et donc des centres de décision très isolés, très peu nombreux, qui ont des impacts énormes sur la vie, évidemment économique, mais aussi sociale et politique. Donc il est normal qu'on se pose la question de comment elles sont gouvernées, est-ce qu'elles sont bien gouvernées, est-ce que ça va dans le bon sens. C'est normal. On ne peut pas être dans une période électorale comme la nôtre, par exemple en France, se poser des questions extrêmement intéressantes sur l'avenir de notre économie et comment faire, et pas se poser la question de que vont faire les 264 décideurs dont les décisions ont un impact énorme sur notre vie. Donc c'est normal qu'on se pose la question. Je suis très étonné qu'on se pose si peu la question dans le débat politique, par parenthèse, mais je ferme tout de suite cette parenthèse pour éviter la bronca. Donc, pour moi, c'était une vraie question politique, passionnante, intéressante et nécessaire. Voilà. Alors vous pouvez me dire, oui mais attendez, 264 entreprises, ça ne nous concerne pas nécessairement ici, parce qu'il y a en France 2 900 000 entreprises, 2 900 000, 264. Certes, sauf que ces 264 ont un effet, ont un impact sur l'ensemble des représentations, sur les comportements bien sûr, mais sur l'ensemble des représentations économiques, telles que c'est l'ensemble du système de gouvernance qui aujourd'hui est mis en cause. Celles des entreprises familiales petites, comme celles des très grandes entreprises cotées sur le marché de New York. C'est l'ensemble qui pose problème. Alors voilà, mon premier point de cette introduction, cette question est absolument légitime, elle est nécessaire et elle est citoyenne. Cette question de la gouvernance des entreprises. Alors, à cette question, il y a déjà une réponse qui émerge et qui consiste à remettre en cause radicalement la gouvernance actionnariale. La gouvernance des entreprises fondée sur l'actionnariat. Et en particulier, pas que eux, mais en particulier, mes amis du Collège des Bernardins ont fait un travail merveilleux depuis 2 ans. Je fais partie du groupe du travail, et c'est pas pour ça qu'il est merveilleux, mais je connais bien ce travail, et je pense en particulier à ce qu'a fait Armand Hatchuel et Blanche Ségrestin dans leur dernier bouquin, Repenser l'entreprise, ou Jean-Philippe Robet, son fameux travail sur la propriété d'entreprise. Et ces collègues ont tendance à dire, en fait, le problème de la gouvernance aujourd'hui, la gouvernance actionnariale, la crise de l'actionnariat, si vous voulez, la crise du capitalisme, le problème vient du fait que on a fait croire aux actionnaires qu'ils étaient propriétaires des entreprises. Ce qui, vous le savez, est juridiquement faux. Un actionnaire est propriétaire des titres de propriété, des titres sur l'entreprise, des titres de capital, des parts de capital, mais cette propriété ne lui donne pas un droit de propriété sur l'entreprise. Bon. Jean-Philippe Robet l'explique avec le grand brio qui le caractérise, et de manière, à mon avis, définitive. On sait ça. Est-ce qu'on peut dériver, est-ce qu'on peut déduire du
fait que, ok, on a dit aux actionnaires, vous êtes propriétaire de l'entreprise, or c'est un tort, vous n'êtes propriétaire que du capital des entreprises. La propriété des entreprises reste un problème ouvert, si tant est qu'il y ait une propriété d'entreprise. Est-ce qu'on peut dériver, déduire de ce constat, que le modèle actionnarial doit être mis à la poubelle et qu'il faudrait le remplacer par un nouveau modèle qui serait partenarial, qui serait stakeholder, vous voyez, partie prenante, ce que vous voulez, voire coopératif. Alors, je suis de ceux qui pensent que non. Et vous voyez l'originalité de cette conférence inaugurale. Je vais vous montrer qu'il y a de graves problèmes dans le modèle actionnarial d'entreprise, mais que si on veut réformer le capitalisme, pour prendre des termes un peu ça, faciles, il faut comprendre ce modèle, parce qu'il est central. Et que les modèles alternatifs vont nous aider à comprendre les défauts et les réformes possibles du modèle classique. Je reprends, vous voyez, pour que vous voyez l'enjeu de cette conférence. Je ne suis pas venu vous dire, laissons tomber le modèle actionnarial, c'est du passé, de manière un peu, à mon sens, un peu facile, un peu comment dire, oui, facile, un peu rhétorique. Parce que ce modèle existe et qu'il a aussi des vertus. C'est pas si simple. En tout cas, il existe. Dans notre contexte, il existe. Je suis venu vous dire, comprenons bien pourquoi le modèle actionnarial a dysfonctionné et dysfonctionne gravement. Comprenons ça. Et comprenons pourquoi le modèle non actionnarial, donc les différents modèles, l'altergouvernance, pour faire simple, coopératif et mutualiste, peuvent nous aider à réformer le capitalisme normal. Parce que leur vertu peut permettre de rendre plus vertueux le modèle classique. Alors c'est une position qui n'est pas sexy en termes de révolution, mais qui, à mon sens, pardon de dire un peu, de manière peut-être immodeste, mais elle me semble plus sérieuse. Parce qu'on ne va pas se débarrasser des modèles actionnariales demain matin par une table rase. En revanche, nous avons un grand devoir, une grande nécessité générationnelle de le réformer. Et si je prends cette posture, c'est qu'en sens inverse, il ne faut pas non plus être naïf. Les modèles alternatifs ont aussi leurs difficultés, ont aussi leurs limites, ont aussi leurs défauts, certes. Évidemment, tout modèle a ses défauts, mais ont aussi leurs défaillances, et y compris aujourd'hui. Et je crois que c'est intéressant, et dans le cas de la chaire, ça sera intéressant, de comprendre aussi en quoi les défauts du modèle actionnarial ont peut-être eu des conséquences, eu des impacts, eu des effets sur le modèle alternatif. Et en quoi ils ont rendu celui-ci parfois défaillant. Je pense par exemple à la question des sociétaires aujourd'hui, parce que je travaillais sur cette question dans une grande banque, ici présente d'ailleurs, dans 2 grandes banques ici présentes, donc ça va bien. Ne cherchez pas lesquelles, c'est très difficile. Et la question du sociétariat est une question importante. La question du coopérateur et de son avenir dans le temps, c'est une question importante. Et peut-être que les défaillances du modèle actionnarial vont aussi nous aider à comprendre les difficultés, les défaillances momentanées du modèle alternatif. Vous voyez, donc j'ai une position modérée en termes de révolution, de radicalité. Comprenons comment ça a marché, comprenons comment ça a dysfonctionné, et essayons à partir de là de réformer ce qui doit l'être. Voilà. Alors je vais essayer de présenter une réflexion donc, qui est construite, en essayant de suivre à peu près mon plan, sans faire ce dont j'ai l'habitude, c'est-à-dire de rajouter des idées. Et mon plan, je vous propose en 2 temps, 2 questions. Première question, à quoi servent les actionnaires ? À quoi servent les actionnaires ? Au fond, à quoi ça sert ? Et deuxième question, pourquoi a-t-on perdu confiance envers l'actionnariat ? Donc ce sont 2 questions différentes. À quoi ça sert ? Comment on peut fonder en raison l'existence de l'actionnariat en 2012 ? Premier temps, à quoi sert l'actionnariat ? Et deuxième temps, mais pourquoi a-t-on perdu confiance envers la logique actionnariale ? Sous-entendu, alors qu'il y a à peine 20 ans, 15 ans,
l'actionnariat était présenté comme, peut-être que vous avez subi dans vos entreprises la pression de cette idéologie, était présenté comme vraiment la seule façon de gouverner de manière moderne les organisations. Pourquoi on a perdu confiance? Et j'essaie de vous présenter un modèle, et c'est la première fois que je présente ce modèle, donc voilà, je vous dis, c'est une vraie leçon inaugurale. Alors, premier temps, donc, à quoi servent les actionnaires? Je vois qu'il faut commencer par là. À se poser très... Alors, il faut commencer par là quand on est chercheur, et il faut commencer par là quand on est citoyen. Parce que ce n'est pas une question, la réponse ne va pas de soi. J'ai été chargé de rédiger le code de gouvernance des entreprises françaises côté, moyenne, le code de Middle Next. Donc, je présidais ces commissions, et je fais un travail en amont décortiquage des 370 codes qui existent dans le monde, les 370 codes de gouvernance. Alors heureusement, il y a beaucoup de redondance, donc je vous rassure, je n'y ai pas passé toutes les nuits. J'étais frappé du fait qu'il n'y a aucune définition de l'actionnariat. Il n'y a aucune définition dans aucun code. Je vous défie de trouver une définition du rôle de l'actionnariat. Il y a beaucoup de choses sur la défense de l'actionnariat. Il y a beaucoup de choses sur le contrôle, c'est beaucoup de choses sur la nécessité de protéger l'actionnariat. D'ailleurs, très souvent dans les codes confondus avec l'investisseur, avec un type d'actionnaire, l'investisseur, mettons. Donc il y a beaucoup de choses sur, vous voyez, sur la défense de l'actionnariat, mais je m'attendais à voir dans les codes quelque chose de très simple. Hein. J'étais chargé d'en rédiger un pour les entreprises françaises, donc il faut bien commencer par définir. Moi, je suis de l'ancienne école, donc je définis, puis après je sais comprendre. Donc, chercher des définitions. Eh bien, on n'en trouve pas. Alors, qu'à cela ne tienne, puisque dans ma commission, j'avais des gens éminents et de très grande qualité, des entrepreneurs, des jurys, etc. J'ai posé cette première question. Comment allons-nous définir l'actionnariat? Et à mon grand étonnement, personne ne voulait le faire. Je ne sais même pas qu'on n'avait pas des réponses. Personne ne voulait le faire parce que c'est très compliqué. Ça ouvre une boîte de Pandore, c'est que l'actionnariat a des responsabilités. Alors quand vous avez des fonds d'investissement, c'est un petit peu gênant de dire quelles sont les responsabilités des fonds d'investissement vis-à-vis d'une entreprise. Quand vous avez des entreprises familiales, ils ne pensent pas la même chose. Bon. Et donc ça a duré à peu près 3 mois de commission. Donc vous voyez, ça n'a pas été une mince affaire, je les ai eus à l'usure. Donc on a trouvé une définition de l'actionnariat, elle est dans le code. On a en France un code avec une définition de l'actionnariat. Bon. Mais cette anecdote, enfin ce vécu, pour vous dire que c'est une vraie question, et j'invite vraiment les citoyens à se poser cette question. À quoi ça sert? Pourquoi ça existe? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des entreprises sans actionnaires? Et si on répond non, ce que je pense que c'est absolument nécessaire de répondre non, parce que ça existe, c'est bien que ça doit être utilisé, précisons à quoi ça sert. Bon. Alors il y a évidemment des réponses. Il y a des réponses dans la littérature, notamment. Dans l'idéologie, j'y reviens, mais je suis chercheur, je reviens à la littérature, je vais vous citer personne. Je reste tout public, comme on dit. Donc la première réponse, à quoi sert l'actionnaire? La réponse connue, c'est à apporter des capitaux. C'est lui qui apporte les capitaux. Ça ne vous choque pas? Alors, ça ne vous choque pas, sauf si vous êtes gestionnaire, justement, parce qu'il apporte des capitaux une fois, au moment de la création, ou s'il y a une augmentation de capital. Mais après, il n'apporte pas des capitaux tout le temps, l'actionnaire. Donc, alors notamment, les actionnaires des entreprises cotées en bourse, dont le capital est fluide, ils apportent peut-être jamais de capitaux. Ils rachètent des titres de ceux qui ont un jour apporté des capitaux. Donc, le fait d'exprimer la fonction de l'actionnariat comme apporteur de capitaux, c'est problématique. Alors, pour cette raison, parce qu'on n'apporte pas autant de capitaux que ça. Et deuxièmement, parce que ce ne sont pas les seuls apporteurs de capitaux dans l'entreprise. Le banquier est apporteur de capitaux. Mais le salarié est apporteur de capitaux. Vous travaillez, vous êtes payé en fin de mois. Vous avez financé l'entreprise sur un mois. Le fournisseur est apporteur de capitaux. Il n'est pas payé tout de suite. Le client apporte du savoir. Enfin, l'apport de capital, c'est le propre même du flux économique. Les économistes savent ça. À chaque fois qu'il y a un flux économique, un échange de biens, il y a toujours un échange de capital aussi. Et une entreprise est fondée sur de multiples apports de capitaux, heureusement pour elle. Donc du coup, on ne peut pas limiter la fonction de l'actionnaire
au seul apport de capitaux. C'est pas discriminant. Il faut aller plus loin. Encore une fois, je ne dis pas que c'est pas ça qu'il fait, hein, mais je dis que c'est pas suffisant pour caractériser sa fonction. Donc si c'est pas ça, deuxième grande catégorie, la plus connue, notamment dans la littérature anglo-saxonne, l'actionnaire prend un risque. L'actionnaire est celui qui prend un risque. Alors il prend pas un risque, vous le savez, il prend deux risques. Il prend un risque de perdre l'argent qu'il a apporté, puisqu'il n'est pas créancier protégé. Donc si l'entreprise fait faillite, il perd. Si le passif est trop important par rapport à l'actif, il perd une partie de ce qu'il a apporté, voire tout ce qu'il a apporté. Donc il prend ce risque de faillite, de déconfiture, comme on dit en droit. Et puis, il prend un second risque. S'il a besoin de son capital, il peut plus ou moins le retirer de l'entreprise. Donc il prend ce qu'on appelle un risque de liquidité. Une fois qu'il a mis le capital dans l'entreprise, il n'est pas sûr de pouvoir le retirer facilement. Et donc s'il en a besoin, il prend le risque de vendre à prix trop faible, de sortir trop tôt, ou bien de ne pas pouvoir sortir. Risque d'illiquidité ou risque de liquidité. Donc il y a deux risques liés à l'actionnariat. Très bien, très bien. Mais ça ne caractérise pas non plus l'actionnaire. Le salarié prend un risque. Il prend un risque lorsqu'il travaille dans une entreprise, un risque d'abord de conserver son emploi, mais aussi un risque de ne pas être formé, et le jour où l'entreprise le vire, de se retrouver sur le marché du travail sans formation. C'est un risque qu'il a pris pendant la durée de son contrat de travail, c'est un vrai risque. Il prend un risque de perdre son capital social ou son capital humain. Le capital humain, vous voyez, l'accumulation de savoir qui lui permet de travailler, il prend le risque de le perdre parce que l'entreprise n'investit pas assez. Donc il y a un vrai risque, très intéressant pour les gestionnaires, il y a un vrai risque du salarié. Devant ce parterre, enfin, notamment le premier rang, je ne vais pas rappeler qu'il y a un risque du banquier, il y a un risque du fournisseur, il y a un risque du client. L'entreprise est une aventure pour toutes les parties prenantes. Il n'y a pas que l'actionnaire qui prend un risque. L'actionnaire prend un risque particulier, intéressant, particulier. Mais ce n'est pas le seul à prendre un risque. Donc je ne peux pas non plus caractériser l'actionnariat par le fait de prendre un risque. Alors je m'adresse à mes collègues en management en particulier. On enseigne ça très souvent, hein, cette théorie de l'apport de capital et du risque. Mais si on gratte un peu, c'est très difficile. Heureusement que les étudiants, ici présents peut-être, ne nous posent pas des questions qui fâchent. Parce que si on gratte un peu, encore une fois, ce n'est pas caractéristique d'entreprise. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas ce que fait l'actionnaire, et c'est intéressant, et c'est important qu'il le fasse, qu'il prenne ces risques-là, il y a sûrement une raison. Mais ce n'est pas ça qui le caractérise. Donc, nous devons nous poser, en toute raison, la question, à quoi sert un actionnaire ? S'il apporte des capitaux, mais que d'autres peuvent apporter aussi des capitaux, bon, d'accord. S'il prend un risque, mais d'autres prennent aussi des risques, il faut que je caractérise en quoi ce risque-là, il est absolument indispensable pour l'entreprise. C'est ça qui lui donnera une fonction originale, non ? Non ? La fonction de l'actionnaire, elle sera vraiment caractérisée si j'arrive à comprendre pourquoi le fait de prendre ce risque-là a un sens pour l'entreprise, est nécessaire pour l'entreprise. Et donc, il faut qu'on lui trouve une fonction à cet actionnaire, sans quoi il va disparaître de la nature, parce que la nature économique a horreur des gens sans fonction, des gens inutiles. Alors, les économistes j'allais dire les économistes anciens, les vrais, ceux qui s'intéressaient aux vrais gens, et pas aux mathématiques, qui allaient voir les entreprises, ont vu de très tôt quelle était la fonction de l'actionnaire. Et je vais vous citer un grand économiste, Keynes, qui en parle de la façon suivante. Enfin, qui parle, vous allez voir, du monde des affaires de la façon suivante. L'état de confiance, comme disent les hommes d'affaires, est une chose à laquelle ils prêtent toujours l'attention la plus stricte et la plus vigilante. Mais les économistes n'ont pas analysé avec soin et se sont contentés le plus souvent d'en discuter en termes généraux. En particulier, ils n'ont pas clairement indiqué l'état de confiance, la confiance. Ils n'ont pas clairement indiqué que son importance dans les problèmes économiques vient de l'influence considérable qu'elle exerce sur la courbe de l'efficacité marginale du capital. Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. L'état de confiance et la courbe de l'efficacité marginale du capital ne sont pas deux facteurs distincts, agissant séparément sur le flux d'investissement. L'état de la confiance intervient parce qu'il est un des facteurs principaux qui gouverne cette courbe, laquelle est la même que la courbe de la demande de capital. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Keynes ? Qu'en fait,
vous pouvez faire de l'économie et de la recherche d'intérêt, de calcul, s'il n'y a pas la confiance dans le monde, si le monde des affaires n'est pas fondé sur la confiance, on ne peut pas faire de calcul économique. On ne peut pas faire de calcul économique sur la rentabilité du capital. Donc il est un peu plus subtil que ce que je viens de dire. Il dit la courbe de rendement marginal du capital dépend de la confiance. On voit ça tous les jours. Si vous êtes triple A, alors c'est un très mauvais exemple, parce que si vous êtes triple A, vous empruntez à 3, si vous êtes AA, vous empruntez à 2, mais bon, tout va bien. Normalement, si vous êtes triple A, vous empruntez comme les Allemands à 6, à 7, et les Italiens empruntent en ce moment à 5. Bon, effectivement, il y a un lien entre la confiance et le rendement du capital, et donc le coût. Bon. Il faut donc que la confiance s'installe dans le monde économique. Et il faut donc que la confiance s'installe dans l'entreprise. Et je pose la question, qui installe la confiance? Qui fait qu'on a confiance dans l'existence de l'entreprise? Et là, on continue de lire Keynes. C'est la théorie générale, chapitre 12 pour les amateurs. Le fameux chapitre 12. Les hommes d'affaires jouent un jeu mixte d'adresse et de hasard dont les résultats moyens pour le joueur ne sont pas connus de ceux qui prennent la main. Si la nature humaine n'avait pas le goût du risque, si elle n'éprouvait aucune satisfaction à construire une usine ou un chemin de fer, à exploiter une mine ou une ferme, les seuls investissements suscités par un calcul froidement établi ne prendraient sans doute pas une grande extension. Cependant, si on décide de mettre de l'argent dans une affaire privée, de telles décisions sont en grande partie irrévocables, non seulement pour la communauté dans son ensemble, mais encore pour les individus pris isolément. Ce qu'il nous dit là, c'est que je suis un martien. Je regarde la Terre et j'essaie de comprendre comment fonctionne l'économie des terriens. Et donc, ces choses-là assez bizarres qui s'appellent des entreprises, qui font travailler des milliers de personnes dans des lieux, qui les font agir dans un même centre. Comment savent-ils que l'entreprise va continuer d'exister? Comment savent-ils? Pourquoi ont-ils confiance dans cette chose-là, dans cette organisation-là? Qu'est-ce qui crée la confiance? Et la réponse vous me voyez venir, la réponse c'est autour de l'engagement irrévocable. Il y a confiance envers l'entreprise parce qu'il y a des acteurs qui ont pris un engagement irrévocable dans cette entreprise et qui désignent au marché le fait que s'ils participent à ce projet, c'est qu'ils y croient. Et ils y croient de manière irrévocable. Je vais revenir sur irrévocable et une petite nuance. Mais vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y avait pas des acteurs qui, en dehors des salariés, qui peuvent sortir, tous ceux qui sont contractuels, comme on dit, les banquiers qui peuvent sortir de l'entreprise, décider de ne plus prêter, s'il n'y avait pas des acteurs qui, eux, poursuivent la vie, vous voyez, créent la pérennité, créent la stabilité historique d'une entreprise, s'il n'y a pas des acteurs qui prennent en charge cette fonction, il n'y aurait pas de confiance dans l'entreprise. Si vous ne croyez pas, raisonnons en sens inverse. Imaginons que tous les acteurs sont contractuels. Tous vont se regarder mutuellement en disant non, lui il reste, mais il pourrait partir. Vous voyez, il n'y en a pas un qui reste alors qu'il n'a aucun contrat, qui reste uniquement parce qu'il a mis son nom, son argent, c'est quelque chose qui prouve que c'est irrévocable. Eh bien oui, il y en a un, et c'est l'actionnaire. La fonction politique de l'actionnaire, la fonction économique, c'est apporter des capitaux, mais ce n'est pas très intéressant. On a vu que d'autres apportaient des capitaux. Mais la fonction politique de l'actionnaire, c'est d'assurer la stabilité de l'entreprise. C'est d'assurer que cette organisation humaine fondée sur l'humain, sur l'hommerie, comme dirait Montaigne, donc sur les défauts de l'homme, sur la défiance peut-être, sur toutes ces multiples choses, cette organisation continue d'exister. Et c'est à ça que ça sert. Et si depuis 3 siècles on tolère l'actionnariat, c'est qu'on suppose qu'il exerce cette fonction. Et le jour où il n'exercera pas cette fonction, ou s'il ne l'exerce pas aujourd'hui, on peut se poser en cohérence la question de sa survie et de sa nécessité sociale. La fonction de l'actionnaire, c'est d'assurer la stabilité de l'entreprise dans le temps. Ah, bien sûr, vous traduisez ce que je dis, parce que je ne perds pas de vue que nous sommes... que j'inaugure la chaire Alter Gouvernance. On peut dire la même chose des sociétaires et on peut dire la même chose des coopérateurs. C'est là où c'est intéressant, justement, parce qu'il va y avoir un effet de miroir. C'est que les actionnaires sont particuliers, ils vont assurer cette pérennité, la confiance, en apportant des capitaux, quand d'autres vont apporter autre chose, peut-être. Il faudrait savoir quoi.
les sociétaires ou les coopérateurs. Mais les actionnaires, ils apportent des capitaux. D'où ce système politique dans lequel nous vivons, qui s'appelle le capitalisme. Je vous rappelle, le capitalisme, c'est un système économique, mais c'est aussi un système politique, puisqu'il donne aux capitalistes un pouvoir dans l'entreprise. Dans ce sens, c'est politique. Bon. Voilà, il existe une confiance générale envers l'entreprise. On a, je crois, en tout cas je vous propose cette conclusion de cette réflexion, première partie, on assume qu'il y a des acteurs qui assurent la pérennité, et la fonction sociale et politique fondamentale dans la logique capitaliste de l'actionnaire, c'est la stabilité de la confiance. C'est la stabilité de la confiance envers l'économie. Alors ici, je suis obligé, avant de passer au point suivant, évidemment de rajouter une nuance. Dire qu'il y a un engagement irrévocable des actionnaires ne veut pas dire que chaque personne physique actionnaire fait lui, elle, cet engagement irrévocable. En clair, vous êtes membre de la famille Tartampion qui possède l'entreprise Tartampion SA. Vous, en tant que cousin Gaston, vous pouvez très bien sortir en tant qu'actionnaire, évidemment. Mais l'actionnariat est supposé se poursuivre et ce projet collectif qui s'appelle l'actionnariat est supposé dire au marché il y a des gens qui font confiance au-delà de tout calcul. Alors peut-être qu'il y a un calcul de rendement, mais peu importe, c'est pas le plus important. Ils font confiance dans le temps, quoi. Donc vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a fonction d'actionnaire que si on reste définitivement actionnaire de l'entreprise, vous voyez, pour prouver qu'on y croit. Il peut y avoir des changements d'actionnaire, ça va être très important de ce que je vais raconter dans la suite, c'est-à-dire la financiarisation de l'économie, les marchés financiers. Il peut y avoir des sorties d'actionnaires individuels, mais pour autant l'actionnariat doit demeurer stable et prouver qu'on croit en l'entreprise. Bien. Si vous m'avez suivi sur ce premier point, je vais donc pouvoir passer au second, en posant une seconde question. Étrange. Si l'actionnariat est supposé être le garant de la pérennité de l'entreprise, et donc celui qui apporte la confiance, le monde des affaires a besoin de cette confiance, pourquoi n'avons-nous plus confiance dans l'actionnaire? C'est grave, non? Une société qui est fondée sur l'actionnariat comme étant le facteur de confiance, si aujourd'hui elle se fonde sur la défiance envers celui qui devait nous apporter la confiance, c'est sociétalement grave, pour prendre un grand mot. Vous voyez, je le crois profondément. Hein. Ça va bien au-delà de questions de chercheurs en gouvernance, ce que je raconte. C'est une question de société. C'est tout l'équilibre d'une société qui sous-entend, vous savez, que quand la famille Michelin, je vais prendre cet exemple ici, est aux commandes de Michelin depuis des générations et qu'elle est là, pour la population, pour l'environnement, c'est un facteur de confiance. Enfin, je pense que vous pouvez imaginer que Michelin vende, vous aurez quand même un petit doute sur la pérennité de Michelin à Clermont-Ferrand. On peut se le dire ici, évidemment. Donc, inversement, le fait qu'il reste, je ne dis pas qu'il n'y a pas de souci, mais je dis que, évidemment, la confiance est plus grande, c'est évident. Et c'est vrai chez vous, mais c'est vrai dans de multiples lieux, puisqu'on parle ici, on est dans un lieu où on s'occupe du développement local, enfin du développement régional, dans de multiples lieux où on se dit, mais oui, je connais le patron là, je connais la famille, ils sont là depuis des générations, ils ne vont pas partir, ils ne vont pas délocaliser, on y croit. Mais si on se met à ne plus avoir confiance en l'actionnariat, en quoi va reposer la confiance dans le monde classique? C'est un vrai sujet de société. Et les politiques, ils peuvent après ramer, comme on dit, pour essayer de rétablir la confiance. Vous voyez, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'elle est beaucoup plus atteinte en profondeur lorsque on atteint ce niveau-là de notre société. Donc pourquoi on a perte de confiance? Alors là aussi, je ne vais pas partir dans des exposés généraux, je vais essayer de suivre une logique formelle, hein, à partir de peu d'hypothèses, comme l'économiste que je suis, parcimonie des hypothèses. Donc je devrais essayer de comprendre ça. La perte de confiance, je dois essayer de la comprendre dans le fait que les actionnaires ne jouent pas leur rôle. Hein, ce sont des facteurs de confiance. S'ils ne jouent plus leur rôle de facteur de confiance, eh ben moi je perds confiance envers l'actionnaire et du coup je perds confiance dans les entreprises. Et c'est ce sentiment comme ça diffus de peur aujourd'hui. Bon, mais une fois que j'ai dit ça, ils jouent pas leur rôle. Pourquoi ils joueraient pas leur rôle, ces actionnaires? Au nom de quoi? Moi je suis contre le mythe du méchant ou du gentil d'ailleurs.
Le gentil actionnaire, qui est celui qui apporte de l'argent, qui met toute son énergie, etc. Oui, il y en a. Enfin, c'est quand même pas le cas général. Il y a aussi des gens qui ne savent pas très bien. Je connais plein des familles qui ont hérité, qui ne sont pas des entrepreneurs dans l'âme. Il ne faut pas se raconter d'histoire. En revanche, je ne suis pas non plus pour le méchant, l'actionnaire avec les dents longues, qui est là, tel le vampire, pour sucer le sang du malheureux salarié. C'est pas aussi simple non plus. Je connais des tas de familles d'actionnaires, d'entreprises familiales où l'actionnaire il n'a pas pris de bénéfices depuis 20 ans. Je connais une très précisément, ils n'ont pas pris de bénéfices depuis 20 ans. L'entreprise marche bien et ils remettent tout dans la famille. Ils sont tous évidemment, ils sont salariés, soit ils sont salariés ailleurs, mais ils continuent, ils y croient. Bon. Donc c'est pas si caricatural et on va pas très loin dans la caricature. Donc il faut qu'on comprenne pourquoi les actionnaires n'ont plus joué leur rôle depuis 20 ans. Et j'en viens au titre de cette conférence, la fameuse financiarisation. Alors pour ça, je vous invite, et je suis très heureux de le faire, enfin, c'est très facile pour moi de le faire parce que vous avez beaucoup insisté sur la place de l'homme et l'importance de l'homme. Je vous invite à considérer les actionnaires comme des êtres humains, aussi, des personnes. Derrière la fonction, derrière les titres, il y a des gens. Et ce qui nous intéresse, c'est pourquoi les gens agissent. Je crois qu'une des dimensions de la chaire, ça sera pourquoi les sociétaires sont sociétaires. Mais on pourrait se poser la même question, pourquoi les actionnaires sont actionnaires? Pourquoi, quand vous êtes actionnaire familial, vous héritez, vous continuez de garder le capital, vous ne vendez pas au premier fonds américain qui se présente? Pourquoi vous le gardez? Qu'est-ce qui se joue là? C'est intéressant d'essayer de comprendre aussi l'actionnaire de ce point de vue. On ne comprend pas une grande partie du monde des affaires. On ne comprend pas comment il peut créer cette confiance. Voilà, remettons un peu d'épaisseur sociale et politique dans l'actionnaire lui-même. Bien. Et c'est là que j'en viens à la proposition que je vais exposer pour la première fois sur ce point. Je travaille, en parallèle de cette affaire de gouvernance, sur la question du travail, précisément. C'est l'objet de mon prochain livre, La crise du travail. Je crois que la crise, aujourd'hui, c'est une crise de la compréhension de ce qu'est le travail. Et on a perdu le sens du travail comme fondement de la création de valeur. Ça paraît très trivial à dire, mais je crois que, enfin, pour ceux qui sont en entreprise, vous voyez ce que je peux dire. Le lien entre le travail réel, le travail effectif, le travail réel, comme disent les sociologues, et la production de valeur. On sait plus faire. On sait faire plein de ratios, de représentations, de reporting, plein de médiatisation, mais le vrai travail et le lien entre le vrai travail et la vraie création de valeur, on n'arrive plus à l'observer, on ne sait plus faire. Il y a crise du travail. Et pour observer la crise du travail, je propose un petit modèle. Je rappelle que tout travailleur, tout salarié, tout travailleur, lorsqu'il travaille, tout travail a une dimension subjective, objective et collective. Tout travail. Il y a une dimension subjective parce qu'il y a un sujet du travail. Il y a quelqu'un qui travaille. La caissière, l'agriculteur, l'employé de banque, c'est une personne. C'est subjectif. Et son travail, ça va changer la personne, subjectivement. C'est un sujet. Il ne faut pas l'oublier. Et quand on est des managers, il faut oublier qu'il y a du travail subjectif, qui va faire grandir ou pas, qui va contrarier ou développer, qui va produire des réactions incompréhensibles, épidermiques, parce que ça touche des personnes, quoi. C'est subjectif. 2, le travail est objectif. C'est-à-dire qu'il y a un objet du travail. Je fabrique quelque chose, un stylo, un micro, un cahier, une salle, un bâtiment. Il y a un objet du travail. Donc il est subjectif, il est objectif, le travail. Et puis il est collectif. Travailler, c'est toujours entrer en relation avec d'autres. Cette relation, elle peut être collectivement organisée ou pas, peu importe. Il y a toujours du collectif dans le travail. Il ne faut pas oublier cette dimension, et à commencer par la rencontre du client, peu importe. Il y a toujours du collectif dans le travail. Même pour la profession libérale, bien sûr. Bon. Donc, tout travail, pour comprendre le travail, il faut comprendre qu'il est subjectif, objectif et collectif. Or, la thèse que je développe dans ce bouquin, c'est de montrer qu'en fait, la financiarisation a supprimé la dimension subjective du travail, a supprimé la dimension collective du travail pour se focaliser sur la dimension objective du travail. On ne repère plus le travail que par les objets qu'il produit. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de reporting subjectif sur les personnes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de reporting sur le collectif, les réseaux que crée le travail. Je ne dis pas que les managers, ils le font pas intuitivement, mais en termes de reporting, on voit bien que la financiarisation, le fait d'orienter la financiarisation, l'évolution de l'économie depuis une vingtaine d'années, nous a conduit à repérer le travail uniquement ou très très largement sous son angle objectif.
Un médecin est évalué par les actes. C'est intéressant. Hein, c'est que ça c'est de la sécu aujourd'hui. Ce sont les actes. Donc tant d'actes à l'heure. Bon, c'est l'acte. Donc c'est bien l'objectivation, l'objectivité du travail, peu importe le rapport au client, au patient, et peu importe, c'est pas ça qui est pris en compte. Même si et si c'est pris en compte, il y a toujours, c'est un critère de qualité qui est lui-même objectivé. Vous voyez, dans une entreprise, on va compter le nombre de pièces, le temps passé par un consultant dans une relation, et on doit remplir des fiches, etc., pour que tout travail se transforme en quantification. Et cette quantification, encore une fois, elle signifie quelque chose. Hein, c'est qu'on repère l'objectivité. Voilà. Et ma thèse, c'est de montrer que l'entreprise, du coup, ne voit plus où se crée la valeur. Parce que la valeur se crée dans la dimension subjective du travail. Les gens se développent, ils sont bien, et dans la dimension collective aussi. Ils travaillent ensemble, ils créent des réseaux. Et si on ne repère pas ça, on ne sait même plus comment se crée la valeur. Dans une entreprise que je ne vais pas décrire pour pas que vous la trouviez, parce que ce ne serait pas juste, on montre aux dirigeants comment fonctionnent des salariés de base, en ayant filmé le travail du salarié, et les dirigeants découvrent qu'ils ne font pas ce qu'ils croyaient qu'ils faisaient. Mais du coup, c'est vraiment des situations très... Ah bon, mais ils font ça, mais ils ne devraient pas le faire, mais ce n'est pas qu'ils ne devraient pas le faire, c'est qu'ils le font. Et ils le font parce que pour réaliser la valeur qu'ils doivent réaliser, ils doivent le faire, c'est tout. Le problème, ce n'est pas eux, c'est vous qui ne voyez plus ça. Et pourquoi ? Parce que, et je la pierre à personne, hein, ça s'est fait comme ça, parce que le dirigeant, de plus en plus, il repère par reporting, qui est reporté par des cadres, des middle managers qui font du reporting, etc. Et tout le monde se met à faire du reporting, a son nez sur l'écran, et cherche à entrer des données pour objectiver le plus possible le travail, et verrouiller la relation de travail autour de l'objectivité, de l'objectivation. Bon, vous voyez la thèse, je ne suis pas là pour la présenter, mais je suis obligé de passer par ce détour pour que vous compreniez la thèse que je présente cette fois pour la première fois ici, parce que je pense qu'il pourrait être riche, et notamment pour la chaire, donc je vous soumets cette idée, hein, de penser l'actionnariat de la même façon. Au fond, mon hypothèse, c'est que la relation entre un actionnaire et une entreprise est aussi subjective, objective et collective. Vous voyez, lorsqu'on est actionnaire, on l'est subjectivement. Ah, d'abord j'ai créé cette boîte, j'ai été le fondateur de cette entreprise. Ou bien, je suis la famille Lescure, j'ai hérité des actions de la société SEB. Et pour les connaître bien, les N cousins, ils ont très peu d'actions. Et pourtant, il y a une association familiale, il y a 2 associations familiales, ils ont la formation, j'ai participé récemment, ils veulent comprendre, participer. Pourquoi ? Hein, c'est la question que vous posiez tout à l'heure. Pourquoi cette démarche ? Pourquoi les sociétaires ? Ce sera la même chose, je poserai la question à la fin pour les sociétaires. Pourquoi ces actionnaires, ils s'intéressent à ça dans un monde supposé dirigé par les intérêts individuels ? C'est du temps perdu, tout ça. Et non, c'est la famille et ils sont membres d'un projet collectif. Il y a ça aussi dans l'actionnariat. Il y a une dimension subjective. Je suis content d'être actionnaire. Une de mes doctorants travaille sur les fondateurs qui introduisent leur entreprise en bourse. C'est compliqué ça, parce que vous êtes fondateur, vous avez 100% du capital, vous introduisez en bourse. Le marché va vous dire ce qu'il faut faire, mais vous avez besoin de capitaux, alors bon, vous introduisez en bourse. Comment ils font, ces fondateurs ? Et on voit que ça tire, hein, le subjectif, hein, le fait que c'est mon entreprise, je ne vais pas lâcher comme ça tire, et c'est pas si simple. Parce que, heureusement qu'il y a un rapport entre les personnes et le projet collectif qui s'appelle l'entreprise. C'est objectif, bien sûr, hein, je n'y reviens pas, bien sûr qu'il y a une dimension objective, j'ai un titre de propriété. Ça, c'est la dimension objective de l'actionnariat. Et puis c'est collectif. C'est ensemble que nous participons en tant qu'actionnaires, ou sociétaires, on va le voir, ou coopérateurs. C'est ensemble que nous participons à un projet commun. Je ne suis pas tout seul. Et quand je suis tout seul, hein, le fondateur qui a 100% du capital, à un moment donné, je me pose la question de la transmission. Parce que j'étais intéressé par le fait que à plusieurs reprises, vous avez parlé de cette question de transmission, qui est une question importante en termes collectifs. Je ne suis pas seul avec mon objet qui s'appelle le titre de propriété, que je pourrais réaliser en vendant. Je pense aussi peut-être à transmettre ce type de propriété. Combien de chefs d'entreprise familiales je rencontre dont le souci, c'est de transmettre. Ils pourraient vendre, hein, c'est de transmettre. Donc c'est bien qu'il y a cette dimension collective aussi, dans le temps cette fois, hein, générationnelle, et pas simplement
dans l'histoire. Donc voilà, je propose d'appliquer à l'actionnariat ce qui s'applique déjà pas mal au travail. Comme le travail est subjectif, objectif et collectif, l'actionnariat est aussi subjectif, objectif et collectif. Et vous voyez comment je vais verrouiller le raisonnement, enfin j'espère, c'est que de la même façon que la financiarisation a conduit à orienter le travail, enfin à réduire le travail à sa seule dimension objective, de la même façon, c'est mon hypothèse, la financiarisation a conduit à réduire l'actionnariat à sa seule dimension objective. Je suis actionnaire parce que j'ai un titre de propriété. Et on a évacué tout le reste, c'est-à-dire je suis actionnaire parce que je suis partie prenante, moi personnellement, d'un projet. Je suis actionnaire parce que je suis avec d'autres parties prenantes d'un projet. Ça a été éliminé. Ça a été éliminé par les livres de finances dès les années 70, qui ont présenté l'actionnaire comme intéressé par son seul intérêt, qui est un intérêt financier, c'est-à-dire le lien entre sa propriété, son titre de propriété et son rendement. Et on n'a pas enseigné, sauf erreur de ma part, mais ça m'étonnerait, on n'a pas enseigné que l'actionnaire était aussi très très sensible à la vie de l'entreprise et son développement. C'est pas enseigné. On a se concentré. Et puis l'idéologie qu'on peut appeler comme vous voulez, ultralibérale, moi je l'appelle néolibérale, cette idéologie, comme toutes les idéologies, a généralisé l'idée que l'actionnaire est intéressé par le profit. Ici, je fais une petite incise, une petite note historique. Cette idée est très très récente. Elle date des années 40. Il venait à l'esprit de personne de dire que l'actionnaire était intéressé par le profit avant. C'est une idée qui est une construction récente et elle s'est popularisée dans les années 70 avec l'école de Chicago. Mais ici, on était prof, pour mes collègues enseignants ici, prof d'une école de management il y a 70 ans, on n'aurait jamais enseigné que l'entreprise, que l'actionnaire est intéressé par le profit. On aurait dit que l'actionnaire, c'est la famille fondatrice, etc., qui a créé, et qui crée l'unité. C'est ce qu'on enseignait. L'idée, vous voyez, qu'on déconnecte la personne actionnaire de l'entreprise. Il n'y a pas de subjectif, il n'y a pas de collectif, il y a juste de l'intérêt pour la dimension objective du titre. C'est très récent. C'est la financiarisation. C'est donc mon explication. Je crois que ça explique la déconfiance envers l'actionnaire. Et ça sera donc ma conclusion. La même réduction, vous voyez un petit peu le modèle que j'essaie de vous présenter avec mes mains, car j'ai décidé de ne pas faire de PowerPoint. J'espère que ce n'est pas nécessaire. Vous voyez, la main du travail est là. La main du travail est là, c'est objectif, subjectif, collectif. Et le capital, c'est aussi objectif, subjectif, collectif. La financiarisation, elle fait disparaître objectif et collectif, et il ne reste plus que, dans les deux cas, tout est objectivé. De la même façon qu'on demande aux salariés de maximiser son intérêt, son utilité, d'être employable, de sortir, et on se dit, ah bah tiens, il est plus fidèle à l'entreprise, la génération Y n'est plus fidèle à l'entreprise. Ben, évidemment. On nous a chargé, nous, école de management, et on s'est chargé tout seul, d'expliquer aux jeunes qu'il fallait sortir tous les 3 ans, vous savez, changer d'entreprise, surtout ne pas être fidèle. Ah bah, ne vous étonnez pas qu'il n'y a pas de dimension subjective dans le travail. Qu'il n'y a que de l'objectif. Il faut pour les responsables des ressources humaines, il faut le gérer après. Bon. Et ben, je pense que de la même façon, on a créé l'actionnaire, on a réduit l'actionnaire à une de ces dimensions, et on a perdu le sens du capitalisme lui-même, qui est aussi d'être un venture capital, comme on dit en anglais, un aventurier du capital, donc du subjectif, du collectif. Alors, mon expérience dans l'entreprise me conduit à penser que ça nous interdit de penser, de comprendre la vie réelle des affaires, ça. Parce que la vraie vie, c'est pas ça. Après, on va dans les vraies entreprises, et on voit que c'est pas... que vous avez des actionnaires qui se saignent pour que l'entreprise continue d'exister, et que du coup on ne comprend pas. On dit, mais non, vous n'êtes pas là que pour la valorisation du titre. Et on va vous répondre, mais non, mais c'est ma vie d'entreprise. Ou non, mais c'est l'héritage de ma famille, je ne peux pas ne pas le faire. Je ne peux pas le faire autrement. Vous voyez, on s'interdit de comprendre des choses. Ça, c'est un point. Seconde conséquence, on crée des comportements négatifs. Parce que l'actionnaire basique, qui est intéressé de manière subjective par l'entreprise, il se dit, ah ben, je suis un anormal, je devrais être intéressé que par le profit. Vous voyez, et on finit par créer ces comportements. C'est comme pour le salarié d'ailleurs. Hein. À force de donner des primes et machins, on finit par créer le comportement mercenaire, et après on se dit, mais ils sont mercenaires. Bah oui, c'est sûr. Puisqu'on l'a créé collectivement, ce comportement. On crée le comportement mercenaire de l'actionnaire, vous voyez, en concentrant sur l'objectif. Du coup, il devient plus objectif, et on dit, ben, on a bien eu raison de le créer.
puisqu'il est objectif. Vous reconnaissez le théoricien des conventions que je suis. Hein, création d'une convention, et finalement tout le monde croit que c'est comme ça. Bon. Alors, tout le monde croit aujourd'hui que l'actionnaire c'est un méchant, etc., qui est objectivé. Je ne suis pas là pour sauver l'actionnaire, je n'ai aucune sympathie pour l'actionnaire, vous imaginez, je me moque totalement de cette affaire. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment celui qui devrait être le garant de la confiance est devenu aujourd'hui l'acteur de la méfiance. Mais ce qu'on a construit un système en l'objectivant comme le conduisant à être un acteur de la méfiance. Alors là, je vais pas évoquer tous ces points, je vous invite simplement à l'ouvrir, en particulier dans la chaire, à ouvrir cette idée. En fait, la financiarisation a poussé les actionnaires à agir en méfiance, puisqu'on a objectivé. Toute la partie confiance, c'est le subjectif et le collectif de l'actionnaire. Subjectif, parce que j'y crois à l'entreprise. Et si j'y crois, ça se voit, et ça crée de la confiance. Collectif, parce que je ne suis pas seul, je suis avec les autres actionnaires. Et si je continue de participer à cette aventure, ça crée de la confiance pour les autres. Mais en supprimant ces deux dimensions et en gardant que l'objectif, on a conduit finalement l'actionnaire à n'avoir comme fonction de comportement que la méfiance. Ah, je ne crois pas à l'entreprise, je vends. Tiens, vous me cachez des informations. Il faut être transparent. Sûrement, vous me cachez de l'information. D'ailleurs, la théorie de l'agence, la théorie de base, néolibérale de base, c'est précisément la contradiction des intérêts entre le dirigeant et les actionnaires. Méfiance contre méfiance. Il veut me tromper. Et du coup, on a la solution de notre énigme. Pourquoi on n'a plus confiance dans les actionnaires? Parce que les actionnaires ont été emportés dans un courant idéologique qui a fait d'eux des acteurs de la méfiance économique. Et on en arrive en 2012 dans la dépression, qui est une dépression économique, mais une dépression morale, une dépression, vous voyez, sociétale, où les acteurs qui devraient maintenir la confiance dans le système sont ceux qui jouent la méfiance systématisée. Comment voulez-vous qu'on ait confiance dans ce système? Comment voulez-vous qu'on ne se retourne pas vers l'économie, l'alter-économie ou l'alter-gouvernance, en se disant, mais est-ce qu'ils n'ont pas des trucs, est-ce qu'ils ne peuvent pas nous aider? Là, je parle comme si j'étais une entreprise, vous voyez, capitaliste classique. Est-ce qu'ils n'ont pas des trucs pour nous aider à rétablir, mais quoi au fond, le sens même de l'actionnariat? Et c'est ma conclusion, vous voyez, qui est une conclusion paradoxale, mais j'espère pleine d'espérance pour la chaire. Mon propos, c'est pas de dire, vous voyez, le monde est mauvais, le monde actionnarial est mauvais, il faut s'en débarrasser parce que, voilà, il a fait son temps, j'en sais rien. Et puis, il y a l'alter-gouvernance, tiens, c'est merveilleux, ça se passe très bien. Mon propos est de dire, tous ensemble, économie classique et alter-économie, économie alternative, tous ensemble, nous avons été entraînés dans un mouvement d'objectivation radicale de tout, du travail comme du capital. Et c'est vrai pour les banques, et c'est vrai sans doute pour l'Imagrin, c'est vrai pour toutes les entreprises. On cherche à, vous voyez, de la finance, de l'objectivation, des chiffres, des comptes, etc. Tous ensemble. Bon. Ça tient ça tient mieux aujourd'hui dans l'économie alternative, dans l'alter-économique, que dans l'économie normale. Et ça tient mieux parce que l'actionnaire, il est tout nu aujourd'hui. Il n'a plus que son titre, et son titre, il vaut rien. Donc, en plus, il est vraiment tout nu. Mais il est tout nu face à la confiance qu'il est supposé générer. Et voilà pourquoi on se retourne vers notre économie, on se dit, vous ne pouvez pas nous donner un coup de main pour nous aider à repenser l'actionnaire? Et quand je dis que c'est plein d'espérance, c'est que du coup, une chaire comme la chaire Alter-Gouvernance, c'est pas simplement, vous voyez, le salut vient d'ailleurs, c'est que la compréhension même des mécanismes de sortie viennent de l'alter-économie, si tant est qu'elle ait bien résisté. Et ça sera mon second point de conclusion. Attention, je crois qu'il serait très important dans vos travaux et dans vos échanges de comprendre aussi comment vous, économie, alter-économie, alter-gouvernance, vous avez subi les conséquences de la financiarisation. Comment ça a érodé le sens du sociétaire, le sens du coopérateur, le sens du coopérateur agricole, de l'agriculteur. Vous en parliez tout à l'heure. Comment on transmet? Est-ce que ça va continuer, ça? Et comment... Certes, vous avez un autre modèle, mais vous-même, vous avez subi cette influence. Si nous voulons en sortir, certes, vous pouvez aider l'économie normale à retrouver ses racines, hein, tout bêtement. Mais ça ne sera pas, à mon sens, sans une réelle et lucide analyse
de l'évolution du monde alternatif, de l'économie sociale, et des méfaits que la financiarisation a aussi eu dans ce cadre-là. Ça ne peut pas être, vous voyez, candide et naïf et dire qu'il y aurait un bon contre un mauvais. Dans les deux cas, il y a un contexte qui a été défavorable à la confiance. Ben, on s'en rend compte. C'est bien, c'est notre rôle de chercheurs, d'enseignants, de chercheurs, de responsables de chaires, de citoyens, de se rendre compte qu'il y a un problème fondamental de confiance. Et ce n'est pas juste le mot. C'est la technique même qu'on a mis en place, qui est une technique de défiance. Et c'est bien pourquoi il faut définanciariser les entreprises. C'est le cœur même de la problématique politique aujourd'hui. Il faut les définanciariser pour retrouver les dimensions subjectives et collectives et les retrouver dans le management elle-même. Mais c'est aussi vrai pour ce qui concerne le management des hommes, donc le travail, que ce qui concerne la gouvernance des entreprises, donc le capital. Voilà, je vous ai présenté ce modèle de manière succincte. J'espère qu'il fait sens. Je vous remercie en tout cas de votre attention.